Et l'accomplissement, ça passe par l'alignement. Donc forcément, quand il y a d'autres enjeux, ou même si toi, si t'es pas sûr de là où tu vas dormir ce soir, clairement, ton alignement, ne serait-ce que pour ton podcast, tu vas pas te poser la question de la même façon. Hein. Si vous n'êtes pas sûr que le toit au-dessus de vous, il tient bien, clairement, vous n'allez pas écouter ce que je vous raconte et vous n'allez pas vous poser les mêmes questions. Plutôt que de poser ta dème sur un coup de tête pour monter une boîte où t'es pas sûr, d'une, que ça va marcher, deux, que ça va te plaire, autant le tester en parallèle de ton job. C'est de travailler sur toi, c'est d'avoir l'audace de faire certaines choses, c'est de dépasser certains blocages, c'est de sortir de ta fameuse zone de confort. Et ça, c'est des choses que tu apprends pas quand tu restes dans une situation juste habituelle et confortable. Quand tu attends que les étoiles soient alignées et que toutes les conditions soient prêtes, tous les feux sont ouverts pour y aller, c'est mort. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Charlotte. Salut Gérald. Ça va? Ça va très bien et toi? Bon, mais ça va, nickel, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Bon, super. Est-ce que tu peux nous recontextualiser pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquer un petit peu ce que tu fais? Écoute, avec plaisir. Donc moi, je suis la fondatrice de Postadem. Et donc Postadem, je le présente comme le repère secret des futurs démissionnaires. C'est vraiment un univers qui est dédié aux personnes qui ont envie de changer de voie, que ce soit de quitter leur job, de changer de boîte, peu importe le projet au final. Et donc, je les accompagne pour trouver l'inspiration pour ça et passer à l'action. Voilà, en résumé, ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Et les personnes que tu accompagnes, du coup, c'est des gens qui sont salariés dans quel secteur? Il y a des grandes catégories? T'as vraiment de tout et en fait, j'étais moi-même surprise parce qu'au début, quand je me suis lancée, ça fait 3 ans et demi quand on fait cet épisode, je m'attendais à avoir des personnes qui me ressemblaient. Tu vois, avoir des personnes de type consultant, chargé de RH, dans la gestion de projet, enfin un petit peu ce type de poste qu'on peut avoir quand on a mon parcours. Et je m'attendais du coup à avoir des personnes qui avaient la trentaine, qui bossaient à la défense. Voilà, c'est un peu le cliché que j'avais en tête au départ. Et en fait, pas du tout. Je me suis aperçue moi-même avec surprise qu'il y avait des profils mais hyper variés. En termes d'âge, tu vois, ça peut être des personnes de 25 ans qui finissent une alternance qui leur plaît pas, comme ça peut être des personnes de 50 ans qui se rendent compte que soit elles vont être licenciées, soit que ça leur convient plus et qu'elles veulent pas attendre trop longtemps. Et en fait, il y a absolument de tout. En termes de postes aussi, de secteur, il y a de tout. Donc, très agréablement surprise par ça parce que ça veut dire qu'il y a des personnes très différentes qui se posent les bonnes questions. Et du coup, tu lances Postadem suite à une expérience personnelle ou comment ça vient? C'est une opportunité? Comment ça arrivé? Écoute, ouais, c'est parti de moi. Alors, il y a eu plusieurs temps, en fait. Moi, déjà, j'ai bossé au départ en ressources humaines, comme je te disais. J'étais consultante en management aussi dans un gros cabinet. Et en fait, je suis passée par cette phase de je manque de sens. Je sais pas pourquoi je vais au boulot le lundi, si ce n'est d'avoir mon bon salaire à la fin du mois. Et parce que j'étais rentrée dans une espèce de case, une espèce de norme. Et en réalité, j'avais juste l'impression de passer mes semaines à faire des présentations PowerPoint, des tableaux Excel. Je me souviens aussi le temps que j'ai passé dans des réunions, mais qui avaient aucun sens, complètement inutiles, et à faire des comptes rendus de ces réunions inutiles derrière. Donc, c'était très pesant. Et en fait, c'était pas comme ça que j'avais imaginé la carrière que je voulais. Donc, il y a eu une grosse phase de remise en question chez moi. Donc, ça, c'était en 2015 à peu près. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué de trouver les réponses parce qu'on n'a pas appris à savoir ce qu'on voulait faire, on n'a pas appris à se connaître, on nous a mis un petit peu dans des cases en fonction de nos aptitudes à l'école et de la voie royale pour nous en fonction de ça. Et au-delà de ça, en vrai, on n'apprend pas à se connaître. Alors heureusement, je m'étais intéressée au développement personnel depuis déjà longtemps, depuis ado. Donc ça m'a permis d'avoir des bases, en fait, des briques pour réfléchir à mon projet. Mais c'était une grosse période de perdition et de quête de sens. Et donc je suis vraiment partie de ça. Je me suis cherchée moi-même pendant quelques temps. Je sais pas dans quel niveau de détail tu voudras qu'on rentre, mais en tout cas dans l'idée, ça a été une grosse phase de formation, de rencontres. Je prenais vraiment le temps d'échanger avec des personnes qui avaient changé de voie, mais dans plein de domaines différents, et de lecture et de temps avec moi-même. Tu vois, beaucoup d'écriture, beaucoup de temps d'introspection en fait. Et donc j'ai fait ça jusqu'à ce que je me dise que il fallait vraiment que ça change, et c'est passé notamment par une phase de burn-out en fait. Ça a été l'élément déclencheur, vraiment le déclic, c'est quand mon corps, au-delà de ma tête, tu vois, m'a dit écoute, stop, juste là, t'es plus à ta place. Donc j'ai été mise, mais KO physiquement, c'était à l'été 2016.
Et là, je me suis dit, ben, ok, je pense que je vais écouter ce que me dit mon corps et je vais quitter ce job, je vais poser ma dème. Et donc, je suis partie de cette réflexion-là en me disant, ok, qu'est-ce que j'aime? Il y avait le côté entrepreneuriat qui m'attirait, mais je pensais pas du tout avoir les épaules ou le profil pour entreprendre. Pour moi, l'entrepreneur, c'était vraiment l'aventurier qui prend des risques, qui est ok pour manger des coquillettes pendant 3 ans sans se payer, il n'y a pas de problème. Et je me disais, mais moi, je suis incapable de faire ça. Mais l'entrepreneuriat m'attirait, donc je me suis dit, je vais rejoindre plutôt une start-up, mais en tant que salarié, et autant le faire dans un domaine qui me plaît, tu vois, dans l'éducation, la formation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un job et ça allait super vite. Et j'ai pu poser ma dème du conseil et rejoindre ce job-là. Donc, j'ai pas posé ma dème pour entreprendre tout de suite. Tu vois, j'ai pas créé Postadem juste après avoir posé ma dème. Il y a d'abord eu cette phase-là. Et en fait, en start-up, moi, j'étais formatrice et business développeur. Et en étant sur place, comme on était dans un incubateur, je me suis rendu compte que il y avait plein d'entrepreneurs autour de moi qui étaient en fait des humains comme moi. C'était pas des surhommes ou des surfemmes, tu vois, et que c'était des gens qui avaient des doutes aussi, qui n'avaient pas non plus toutes les compétences de la Terre. Et je me suis vraiment identifiée à eux en me disant, mais attends, en fait, je suis peut-être capable de faire aussi comme eux. Donc, ça a germé comme ça, tu vois, il y avait une petite graine dans ma tête, ça a germé jusqu'à ce que en 2017, le job dans lequel j'étais, en fait, ça s'arrête parce que mon employeur m'a proposé une rupture conventionnelle. Eux, ça devenait chaud financièrement de m'avoir en tant que CDI parce que je coûtais trop cher à ce moment-là. Et moi, j'étais dans cette réflexion de vraiment me lancer à mon compte. Et donc, ça s'est fait de cette manière-là, c'est qu'on est parti en super bons termes. Ça s'est fait super vite. Et je me suis lancée à mon compte. J'ai commencé en tant que freelance en formation. Et pendant que je faisais des missions freelance, en fait, je commençais à faire germer cette idée de Postadem. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, l'idée, tu vois, là, mais c'est aussi venu des gens qui étaient autour de moi. À partir du moment où j'ai posé ma dème, j'ai eu mes anciens collègues, j'ai eu mes amis qui m'ont dit, mais moi non plus, j'aime pas mon job, donc comment tu fais? Comment tu as fait pour trouver ta voie? Comment tu as fait pour passer à l'action, pour oser quitter le job que tu avais avant qui était confortable? Donc, j'ai vu qu'il y avait mes aspirations à moi, ce qui me faisait vibrer moi, qu'il y avait mes compétences aussi, même si c'était pas parfait. J'étais quand même en mesure d'apporter quelque chose et qu'il y avait un besoin sur le marché et que je pouvais être rémunérée pour ça. C'est le principe de l'ikigai. Hein. L'ikigai, c'est vraiment le projet idéal, tu vois, qui est à la frontière de tous ces critères-là. Et donc, je me suis dit, vas-y, go, je vais créer ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais dans cette situation. Donc, voilà l'origine de Postadem au tout départ. Ok. Et là, maintenant, donc, cette startup, tu étais beaucoup plus aligné avec ce mode start, enfin, avec ce style de vie, ce marché presque, plus que dans le conseil. Mais s'il n'y avait pas eu cette rupture conventionnelle, tu penses que Postadem serait arrivé à un moment ou un autre ou pas? C'est une excellente question qu'on m'a jamais posée. Et c'est une très, très bonne question parce qu'en fait, je me la suis posée après en me disant, s'il n'y avait pas eu cet élément déclencheur, qu'est-ce qui serait passé? Et en fait, pour te répondre, pour remettre un petit peu de contexte, les 15 jours qui ont précédé cette annonce, à laquelle je m'attendais absolument pas, j'étais à Nice d'ailleurs pour animer une formation. Donc c'est marrant parce que depuis, j'ai emménagé à Nice. Avant, j'étais à Paris. Et en fait, à Nice, je me suis dit, mais c'est quand même super chouette d'être ici et de faire les choses avec mon style, parce que j'avais champ libre pour faire comme je voulais ma formation. J'étais en télétravail, enfin vraiment ma meilleure vie. Et je me suis dit, mais attends, quand même, je peux pas leur dire que je m'en vais, ça fait que quelques mois que je suis là. Tu sais quoi, je vais attendre encore 6 mois et dans 6 mois, c'est moi qui leur demanderai une rupture conventionnelle. Donc, je pense que oui, je l'aurais fait de mon côté quelques mois plus tard parce que je voulais pas les quitter trop tôt. Mais après, j'aurais jamais la réponse, en fait. Est-ce que j'aurais eu l'audace de le faire tout de suite? Combien de temps ça m'aurait pris? J'ai pas la réponse. Par contre, je sais que j'ai quand même posé ma dème de mon job de consultante avant, donc je me dis, j'ai quand même eu la capacité de le faire une fois. La deuxième fois aurait été a priori plus facile. Mais écoute, la question reste ouverte. Hein. Mais du coup, tu sais, en préparant l'épisode, je voulais te poser la question, y a-t-il un problème avec le marché du travail d'une manière macro? En fait, je crois qu'il y a un début de réponse dans le consulting, dans la startup. Dans tous les cas, tu voulais ton indépendance. Est-ce que tu ressens la même chose chez tes clients? Sur le fait de vouloir quitter le mode salarié, c'est ça? Oui, soit chercher vraiment une indépendance à tout prix, une liberté, ou est-ce que c'est plus une recherche d'alignement? J'imagine qu'il y a les deux, mais comment En fait, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose parfois parce qu'on met beaucoup en avant des profils de gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est pas forcément la clé, c'est pas la solution ultime pour trouver du sens et s'épanouir, pas du tout. En fait, ce qui se passe aussi, pourquoi les entrepreneurs sont plus mis en avant dans la reconversion, c'est tout simplement parce que ils communiquent beaucoup plus facilement et ils proposent en fait de témoigner. Tu vois, nous quand on fait des appels à témoignages pour avoir des parcours de gens qui ont changé de voie, c'est 90%
d'entrepreneurs parce qu'ils sont dans cette logique-là de parler de leur activité, en fait. Donc, du coup, il y a un biais pour cette raison-là, mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas la seule façon de le trouver. C'est vraiment de revenir à l'alignement, à qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer et à quels sont mes besoins. Et en fait, on a tous des besoins différents et je sais que moi, mes besoins en tant qu'entrepreneur aujourd'hui sont pas les mêmes peut-être que les tiens ou que d'autres personnes et c'est pareil quand on change de voie. Donc, c'est plus de se demander de quoi moi j'ai besoin pour être bien et comment je pourrais construire cette vie professionnelle idéale pour moi, même si la perfection n'existe pas, mais quel serait l'idéal pour moi, plutôt que de se dire est-ce que je rentre dans la case salarié ou entrepreneur. Parce que le risque, c'est qu'on remet à nouveau une case et toi-même, tu le sais, hein, les entrepreneurs, on a tous des manières de fonctionner différentes. Tiens, tu vois, par exemple, toi, tu es dans un bureau. Tu as tes bureaux, il me semble. Je pense que là, tu y es aujourd'hui. Bureau, salarié, etc. Moi, je vois pas le truc autrement. Voilà, c'est ça, tu vois. Et moi, pour le coup, c'est pas ça aujourd'hui. Peut-être que ça le sera dans un an. Tu vois, tout est possible. Mais donc, il n'y a pas juste une seule manière de faire. Donc, c'est une très bonne question et c'est juste de revenir à soi. Ces histoires d'alignement, là, j'ai l'impression, alors, on a le recul que l'on a, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même hyper générationnel. Ça fait, je sais pas s'il y a 50 ans, les gens se posaient autant la question, et je sais pas si c'est bien ou pas bien d'ailleurs, mais je sais pas si tu as un avis là-dessus, toi. Bah, c'est un peu la pyramide de Maslow, hein, c'est que tu as les besoins de base. Une fois qu'ils sont comblés, que tu as un toit, tu sais que tu peux manger, te loger, te nourrir, ben, en vrai, c'est bon, quoi. Tu passes à l'étape d'après qui est l'accomplissement. Et l'accomplissement, ça passe par l'alignement. Donc forcément, quand il y a d'autres enjeux, ou même si toi, hein, si tu n'es pas sûr de là où tu vas dormir ce soir, clairement, ton alignement, ne serait-ce que pour ton podcast, ben, tu vas pas te poser la question de la même façon. Hein. D'ailleurs, il y a un vieux TED, je crois, de Tony Robbins, où il dit, si vous n'êtes pas sûr que le toit au-dessus de vous, il tient bien, clairement, vous n'allez pas écouter ce que je vous raconte et vous n'allez pas vous poser les mêmes questions. Donc, clairement, c'est générationnel parce qu'aujourd'hui, on a plus le loisir de se poser cette question-là. Mais ça fait écho à un truc aussi. Parmi les leviers que tu utilises, il y a le side project. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est. Mais moi, je trouve que c'est hyper bien justement d'avoir toujours un projet, une muse. Hein. Moi, j'aime bien le terme de muse et je vois les conseillers qu'on appelle ça, les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. En patrimoine, ouais, conseillers en gestion de patrimoine, pardon. Ils nous vendent des trucs un peu compliqués et tout, mais ils devraient nous vendre en fait des muses. Pour justement, je pense que ça serait le meilleur truc, ça devrait être l'asset de base dans un patrimoine personnel, c'est d'avoir une muse. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et voir comment toi t'amènes le truc? T'as raison, je vais proposer à mon conseiller en gestion de patrimoine de faire un partenariat. Écoute, le side project, en tout cas, comme moi j'en parle, c'est vraiment ce principe-là, c'est de dire plutôt que de poser ta dème sur un coup de tête pour monter une boîte où t'es pas sûr, d'une, que ça va marcher, deux, que ça va te plaire, bah, autant le tester en parallèle de ton job. Donc, pour moi, le side project, c'est vraiment le truc que tu vas tester à côté, voir ce que ça donne, voir justement si tu es aligné, voir le potentiel qu'il y a. Et si tu vois que ça vaut le coup de quitter ton job pour ça, alors tu le feras. Mais du coup, tu le feras en sécurité. Parce que du coup, tu peux aussi jauger le moment où c'est OK pour toi de te lancer en termes de mindset, mais aussi en termes de finances, quoi, tout simplement. Donc après, tu as aussi une autre manière de le voir. C'est pas comme ça que moi je l'approche, mais c'est le côté plus side business, où c'est quelque chose que tu gardes à côté, qui est destiné à rester un à côté pour te ramener, par exemple, un revenu complémentaire, etc. Mais c'est une autre approche, en fait. Moi, c'est plus une logique de test avant de franchir le cap. Ok. La muse il y a Oussama Hamar qui documente ça très bien, comme beaucoup de commentaires qu'il fait, c'est ultra pertinent. Il dit que c'est le meilleur aussi, c'est la meilleure école pour apprendre les skills de l'entrepreneuriat. C'est de pouvoir lancer quelque chose très vite, de rentable, qui n'a pas pour vocation de faire des millions, mais qui a pour vocation de faire peut-être des centaines, voire des milliers d'euros. Et je trouve ça très bien. Donc d'un point de vue, donc toi vis-à-vis de la carrière, tu le vois, mais je le vois aussi moi vis-à-vis des skills marketing. Les muses ont été mes meilleurs apprentissages en tout cas. De ton point de vue de l'évolution de carrière, la muse elle est ultra importante et le side project est ultra important. Mais dans nos skills, du coup plus pour ma crèmerie, je me rends compte que les muses ont été mes meilleurs apprentissages. Ça oblige vraiment à travailler ses skills en termes d'acquisition, de transformation, d'entrepreneuriat, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Et si on est OK pour dire qu'une muse, c'est pas fait pour faire 1 million, c'est fait pour faire des centaines, voire des milliers d'euros, mais par contre, l'impact va être bien plus grand parce que c'est un impact sur la vie perso, sur la tranquillité d'esprit, l'éloignement, l'affect vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis du projet.
je trouve que ça coche des cases bien supérieures à juste le chiffre d'affaires que ça génère, en tout cas. En tout cas, je suis assez aligné avec ça aussi. Ouais. En fait, c'est ce qu'on dit aussi aux membres de notre programme, tu vois, c'est que, OK, tu vas tester un projet, tu sais pas ce qu'il va donner. En réalité, tu sais pas quels sont les résultats à la fin. Par contre, tu sais une chose, c'est que tu vas forcément beaucoup apprendre. Tu vois, sur 2 plans. Sur les skills entrepreneuriales, clairement, il y a le marketing, il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que le fait de lancer un projet, d'oser aller discuter avec des gens qui sont dans ta cible. Donc, il y a beaucoup de choses que tu apprends pour lancer quelque chose de viable. Et il y a aussi toutes les skills, plus soft skills, développement personnel. C'est de travailler sur toi, c'est d'avoir l'audace de faire certaines choses, c'est de dépasser certains blocages, c'est de sortir de ta fameuse zone de confort. Et ça, c'est des choses que tu apprends pas quand tu restes dans une situation juste habituelle et confortable. Je te dis amen, je suis 100% d'accord avec ça. Est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir une passion pour pouvoir quitter son job? Comment tu vois le point? C'est une excellente question aussi, et je pense que c'est la question qui bloque beaucoup de gens, qui n'osent pas du coup se lancer parce qu'ils se disent « Ah, mais j'ai pas de passion, tu vois, j'ai pas une passion dévorante depuis toujours. » C'est un des mauvais conseils d'ailleurs, je pense, qui est donné, c'est suivez votre passion et puis voilà, vous pourrez trouver votre voie comme ça, votre vocation. Et en fait, c'est super traître parce que tant que tu penses qu'il faut une espèce de vocation, de passion, en fait, tu fais rien. Et c'est un petit peu d'ailleurs comme, tu vois, dans le business, si tu attends d'avoir l'idée de génie, l'idée révolutionnaire. Si tu attends ça, il va rien se passer en fait. Ton idée, elle va se construire, ton projet, il va se construire. Mais c'est exactement la même chose pour la passion, c'est qu'elle se construit, cette passion-là. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui va te mettre dans le flow. Tu vois, le flow, F-L-O-W, c'est les moments... Alors, me demande pas le nom du psychologue polonais qui a conceptualisé ça, je serais bien incapable de te le dire. Je peux faire un copier-coller Wikipédia, mais c'est tout. Mais en tout cas, ce concept de flow, c'est les moments où tu es tellement à fond dans ce que tu fais, tellement intéressé, absorbé, concentré, que tu vois pas le temps passer. Et ça, c'est des moments super précieux qui peuvent être quand tu lis sur une thématique en particulier, même si c'est une thématique nouvelle à laquelle tu t'intéresses. Par exemple, je sais pas moi, tu vas à la gare, tu vois, il y a un point relais là. Enfin, c'est pas un point relais, c'est pas du tout ça, c'est pour le courrier, les relais ou je sais plus comment ça s'appelle, tes kiosques. Les relais, ouais. Et du coup, les relais, voilà. Et tu prends ton magazine et t'as, tu sais, un sujet qui t'attire. T'es pas forcément expert, mais juste ça vient vraiment titiller ta curiosité. Ça peut être quand tu vas écouter certaines vidéos type Oussama Hamar, par exemple. Ça va être quand tu fais un certain type de tâche, quand tu discutes avec certaines personnes. Et ces moments-là où tu vois pas le temps passer, c'est des moments de flow sur lesquels capitaliser. Et en fait, c'est en prenant conscience de tes moments de flow, en prenant conscience de ce qui te fait vibrer, même si c'est pas une passion encore dévorante, que tu vas construire quelque chose qui te ressemble. Moi, j'ai pas une passion dévorante pour la reconversion. Tu vois, je passe pas mes soirées à lire des témoignages de reconvertis. Pas du tout, en fait. Moi, je suis partie de flow quand je fais de la formation, quand j'échange avec des gens qui sont ouverts au développement personnel, quand j'écris, je suis partie de moments de flow et j'ai construit mon activité comme ça. Au niveau de... Ouais, ça, je vois tout à fait. Mais du coup, on entend... moi, j'ai beaucoup de mal avec le terme de vision. Mais du coup, quand on se reconvertit, quand on crée des side projects, des muses, etc., on n'a pas une vision qui est forcément ultra claire. Comment tu vois le point, toi? Est-ce que justement tu n'es pas passionné par la reconversion, mais je sais pas, tu te vois où dans 20 ans? Comment tu réponds à ce point-là? Je suis pas du tout un passionné de ce terme-là, mais là, je suis obligé d'en parler parce que du coup, la reconversion, ça implique directement une remise en question de ce concept de vision, en fait. Ouais, c'est une excellente question aussi. Et la vision, moi, j'ai du mal aussi avec la vision. Je te cache pas qu'au-delà de 5 ans, déjà 3 ans, c'est le flou intersidéral quand je rentre vraiment dans le détail. Donc, moi, ma vision, ça va pas forcément être le comment, à quoi je veux que ça ressemble, etc., mais plus comment j'ai envie de me sentir. Tu vois, c'est vraiment une question d'émotion. Et par exemple, je sais que le fait de me sentir libre, le fait de me sentir entourée de personnes où je passe des bons moments et les discussions sont intéressantes, ça, c'est des points clés pour moi, ça fait partie de ma vision. Et du coup, quand on est dans cette phase de construction d'un projet, la vision, moi, je sais que je partage des outils, des exercices pour réfléchir à sa vision. Il y a des personnes à qui ça va parler, d'autres, ça va pas leur parler. Il y a des personnes où la vision, le fait d'avoir quelque chose d'hyper clair, ça va être un driver et grâce à ça, elles vont définir le projet. D'autres, ça va être l'inverse, ça va juste les embrouiller et les stresser. Donc, là aussi, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'avais une vision, on va dire, à moyen terme quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire.
Et il y a des choses qui se sont réalisées, donc ça prouve que la vision était utile, tu vois, sur le côté formation, communauté, etc. Il y a d'autres choses qui ne se sont pas réalisées dans la vision que j'avais, et c'est OK. Exemple, en date, vraiment, c'est le sujet du moment, c'est que j'ai mon livre qui sort la semaine prochaine. Et tu vois, ce livre, ça fait 2 ans que je l'ai en tête. Enfin, je l'avais en tête dès le départ de Postadem, en réalité. J'ai toujours rêvé, dans ma vision, d'être auteur. Et tu sais, je m'imaginais dans une maison de campagne ou en bord de mer, avec mon grand bureau, mes baies vitrées, tous mes livres, tous des best-sellers, évidemment. C'est ton côté romantique, ça. Voilà, tu vois, c'est le côté romantique, mais alors dans la vraie vie, mais alors pas du tout. Vraiment, ce livre, l'écrire, ça a été dur et j'ai aucune envie de recommencer. Je suis pas sûre qu'il y aura un 2e livre. Donc, je suis partie cette vision pour créer Postadem, le bouquin, etc. Mais dans la vraie vie, ça colle pas. Donc, la vision, c'est plus un indice et une piste à suivre si ça nous aide. Mais c'est pas la fin du monde si on n'a pas quelque chose de limpide, en fait. Mais du coup, il faut qu'on l'achète ce livre ou on laisse tomber, ça vaut pas le coup. Ah ouais, et au final, on est allé jusqu'au bout. Mais attends, tu sais qu'en plus, dans la vision que j'avais, je l'écrivais seule. Dans la vraie vie, comment ça s'est passé, c'est que j'ai fait à peu près les 2 tiers toute seule. Et ensuite, j'ai demandé à 2 personnes de mon équipe de le faire avec moi. Donc, j'ai 2 co-auteurs avec moi. Et c'est ça qui fait aussi que je suis allée au bout. Et ça, c'est un autre point important sur la vision. C'est que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'imaginais l'aventure solo. En fait, j'associais liberté à indépendance, à solitude. Et donc, j'imaginais un business, je ne sais plus comment on dit, mais solopreneur. Dans la vraie vie, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. La liberté, ça venait du fait d'avoir une équipe. Et ça a été exactement la même chose pour le livre. Donc, c'est pour ça que quand on réfléchit à sa vision, à ses besoins, c'est une bonne base. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça pour argent comptant et rester absolument mais scotché à ça. Je vois tout à fait. Ce projet de podcast et les derniers, mon dernier projet perso qui est, je fais l'accompagnement stratégique. Justement, j'ai voulu monter ce side project pour me faire kiffer, clairement. Mais il fallait pas que mon kiff déstabilise l'équipe. Donc du coup, je repars maintenant, malgré le fait d'avoir un peu plus de 15 personnes dans le staff et tout, je repars à refaire les trucs tout seul. Donc je repars un peu 10 ans en arrière. Et c'est des très bonnes sensations malgré tout. Et c'est sûr que je me rends compte, ça me permet en fait de mieux comprendre que j'étais vachement plus libre au moment où j'avais mon staff, mon équipe, etc. Et que sur les projets que je fais tout seul, où je veux, je me dis, OK, c'est mon délire perso, je n'implique pas les autres, je ne veux pas déstabiliser ce qui est déjà en place. Je me remets à découvrir des sensations, j'avais un peu le syndrome de l'assistante et je suis en train de me soigner de ça grâce à ce side project. Tu vois, on y revient. Ouais, complètement. Mais juste pour rebondir là-dessus, sur un autre avantage du side project aussi, c'est que quand justement, enfin, là, pour quelqu'un qui écoute et qui se dit, moi, j'ai du mal à me fixer sur un projet, en fait, sur une activité, faut pas oublier qu'on a toujours le loisir de faire d'autres choses. Quand on se reconvertit, on peut choisir une activité principale, faire d'autres choses. Alors, par contre, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais le fait de slasher entre plusieurs projets en partant de zéro, genre à 50-50 entre 2 projets, pour moi, c'est mission impossible parce que tu peux pas mettre ton énergie, ton focus sur 2 projets qui démarrent de zéro en même temps. Par contre, quand on a un qui commence à tourner, quand on a un où effectivement tu as une équipe, des gens qui bossent avec toi, en tout cas que tu peux mettre ton énergie différemment, ça peut valoir le coup d'avoir d'autres choses à côté et de toi te découvrir une autre manière de fonctionner, complètement. Je suis 100% d'accord avec ça. Il faut stabiliser, il faut avoir de grosses fondations pour pouvoir se défocus à titre personnel, mais l'équipe reste les mêmes. Moi, j'ai toujours eu besoin je sais pas toi, mais d'avoir plusieurs projets en même temps au service des projets. Mais par contre, bien entendu, à des étapes différentes de maturité, de délégation. Ça, pour moi, c'était obligé. Et je pense que là-dessus, je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, moi, ça a été même une grosse, un gros complexe quand tu vois la majorité des. Je prenais le concept de focus au pied de la lettre. Pour moi, on avait un client, une offre, un produit, une monétisation. On était voilà, je voyais pas les nuances. Mais et ça me complexait parce que quand tu écoutes en fait justement tous les témoignages de succès, etc. La majorité des personnes ils font ça, ils sont résilients, etc. Moi je suis pas du tout résilient et ça me complexait de fou et je commence juste à comprendre qu'en fait je peux pas avoir le focus à titre personnel, mais il faut que je mette des systèmes qui permettent en fait de pas déstabiliser ces projets quoi. Mais je crois qu'il y a pas mal de psy en ce moment qui parlent du multipotentiel. Alors c'est un peu un terme un peu bullshit aussi, mais je sais pas, tu connais un peu ce truc-là? Ouais, je connais parce qu'on a beaucoup de membres dans la communauté qui nous en parlent et qui se reconnaissent là-dedans. Donc, on a produit du contenu aussi sur le sujet. Ouais, c'est un terme un peu en vogue. Alors, est-ce que c'est
un mot un peu à la mode et que les gens s'y identifient et que c'est quelque chose en réalité qui touche beaucoup de monde? Est-ce que c'est une minorité? Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de gens que ça aide à prendre conscience qu'ils peuvent faire des choses différentes, qu'ils ont le droit de faire des choses différentes. Et ne serait-ce que pour ça, c'est un concept qui est super utile. On a besoin de se mettre des étiquettes. Et quand on n'arrive pas à s'en mettre une, il y a une étiquette maintenant pour voilà. En développement, on appelle ça le health, mais c'est exactement ça. C'est bah ouais, mais c'est comme le concept de atypique. Hein. Quand on dit j'ai un profil atypique, bah ça te met une étiquette sur le fait d'être atypique. En plus, ça veut plus dire grand-chose. Je trouve le terme d'atypique. J'ai un parcours atypique. Honnêtement, aujourd'hui, ça a plus grand sens. Après, ces étiquettes-là, du moment que ça t'aide à te comprendre auprès de quelqu'un, que ça t'aide toi à te définir ou au contraire à définir ce que tu n'es pas. Parce que tu as aussi certainement des personnes en lisant la définition du multipotentiel ou en regardant le TED de celle qu'on a parlé en premier, là c'est Emily Wapnick je crois, qui se disent ben non mais ça c'est pas moi du tout. Tu peux aussi te définir en opposition à. Moi je sais que me connaître moi-même en partant que de moi, c'est pas forcément simple. Et quand je vois quelqu'un qui fonctionne totalement différemment, je me dis ah bah du coup je suis l'opposé de ça. Et c'est ça qui m'aide à me définir. Enfin, voilà, on dirait un peu la digression de Otis dans Mission Cléopâtre, mais tu vois le principe. Non, pas du tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, de toute façon. C'est un peu ça l'idée. Du coup, si les personnes qui nous écoutent là sont justement dans une phase de questionnement, ils veulent quitter le job. Après, là, au moment où on se parle, on est en mai 2021. La période, elle est pas forcément idéale. Enfin, elle est pas forcément idéale. Elle est particulière, du moins. Et donc, du coup, ma question, est-ce que ces périodes de crise, questionnement, remaniement dans la boîte, potentiellement des plans sociaux, des trucs comme ça, est-ce que c'est le moment de se lancer ou au contraire, la conjoncture doit être une variable à prendre en compte? En fait, sur la situation qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il y a un impact très pragmatique sur effectivement des licenciements, sur le fait que le marché de l'emploi c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui, mais il y a aussi un impact au niveau un peu énergie collective et émotionnelle où en fait, si on commence par cet impact-là, le fait que tout soit changé, le fait qu'on ait une incertitude sur l'avenir, sur le fait que on se rend compte que notre manière de fonctionner, elle peut s'arrêter, elle peut changer du jour au lendemain, c'est une prise de conscience. Et je sais que depuis le début de cette crise-là, on a beaucoup de gens qui nous disent, avec ce qui se passe, le télétravail, les questionnements que ça génère, etc., je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Je me rends compte que c'est le moment de faire changer les choses. Ça génère aussi beaucoup d'inquiétude et donc de manque de sens. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont envie de trouver du sens, du coup, dans leur vie professionnelle. Parce que quand tout le reste est coupé, que t'as moins de vie sociale, t'as moins d'activité, tu te rends compte que ton travail, c'est quand même une grosse partie de ta vie, autant y être bien. Donc, cet impact-là sur comment on ressent les choses et comment on trouve du sens, il faut clairement pas se couper de ça. C'est pour ça que je pense que c'est justement le bon moment pour se poser toutes ces questions. Plutôt que de se dire, non, c'est risqué, je mets ça à plus tard. Non, profites-en que tout soit chamboulé pour revenir à toi. Surtout que, tu vois, les confinements, c'est aussi un moment de retour à soi-même, tu vois, presque à l'ennui un petit peu. Alors, bon, maintenant, c'est plus vraiment un confinement, mais le premier qu'on a eu, clairement, les gens se sont retrouvés chez eux, souvent désœuvrés, et c'était une excellente occasion d'apprendre à se connaître. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre, par rapport à la situation objective sur le marché du travail, on a des témoignages de personnes qui ont trouvé un nouvel emploi depuis 1 an, même en pleine crise, parce que forcément, quand il y a une crise, il y a des destructions, mais il y a de la création. Il y a forcément des opportunités. Et je pense que justement, c'est un bon moment pour aiguiser sa curiosité et sa capacité à détecter des opportunités parce qu'il y en a nécessairement. Donc oui, c'est possible de trouver un job aujourd'hui. Oui, c'est possible de lancer un projet aujourd'hui. Là aussi, il y a des opportunités sur des secteurs où avant, c'était pas forcément le cas, mais tu vois, tout ce qui est santé, tout ce qui est dev perso, tout ce qui est même, je pense, à la décoration d'intérieur, tout ce qui est relatif à la famille, c'est des sujets qui sont porteurs aujourd'hui parce qu'on se retrouve plus centré là-dessus. Donc, c'est plus de se questionner sur les opportunités et du coup de se dire comment je peux passer à l'action sans prendre de risques majeurs. Parce qu'effectivement, qui dit incertitude, dit qu'il y a un risque. Donc, c'est là que le principe d'ailleurs du Side Project, il est utile. Donc oui, c'est le moment à partir de la condition où tu fais les choses proprement pour pas te mettre dans une situation difficile, pour pas te rajouter d'angoisse, parce que je pense que pour beaucoup, c'est une période qui est assez angoissante, surtout si tu as le malheur d'allumer une télévision ou des infos. Donc, autant pas se rajouter une couche de stress, mais faire les choses de manière très sécuritaire, mais le faire, quoi. Donc ouais, en conclusion, ouais, c'est le moment, mais pas n'importe comment. Je sais pas si tu as les mêmes potes que moi, mais
alors je critique pas mes potes, enfin je vais le faire un peu, mais voilà. Je vois l'entrepreneuriat comme une sorte d'investissement. Et mes potes qui ont tendance à dire j'attends demain pour prendre une décision, j'attends de voir, c'est aussi ceux qui disent j'aurais dû acheter du Bitcoin à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ceux qui n'acceptent pas en fait que aujourd'hui on n'a pas moins d'informations que ce qu'on aura demain, parce qu'en fait il y aura toujours un demain à demain en fait. Et ce truc là, alors je sais pas si on rentre dans le cas de la procrastination, mais c'est pas forcément une peur, je sais pas, c'est un manque de repères, mais à certains moments en fait on ne sait pas si le projet sera viable demain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc pour ça il y a le concept de MVP, vraiment de prototypage. Et moi je pousse tout le monde à lancer des prototypes de business, parce que vaut mieux passer une heure sur son projet par jour pendant un certain temps, voir qu'il se plante, mais comprendre pourquoi il s'est planté, que plutôt rien lancer et n'avoir aucune data. Si on attend, c'est pour avoir plus de data. Et si on est patient d'en avoir plus tard, il faut pas attendre. Là-dessus, je suis assez... et je le vois dans les accompagnements stratégiques, c'est un vrai sujet. On perd, mais sur les premiers lancements de business, on perd toujours 1 à 2 mois, alors que tout est prêt pour appuyer sur le bouton play de la pub, quoi. C'est juste... et c'est vraiment dommage. Alors après là-dessus, peut-être que moi au contraire j'ai un biais, je devrais plutôt me calmer, me temporiser, mais je trouve ça vraiment dommage. On passe à côté de super opportunités, j'en suis persuadé. Ouais, ça me fait penser c'est un proverbe chinois, je crois, qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. Tu vois, par rapport au Bitcoin ou à d'autres projets. Et j'aime beaucoup ta phrase de demain, il y aura un demain aussi, forcément. Et c'est un peu sans fin, en fait. Quand tu attends que les étoiles soient alignées et que toutes les conditions soient prêtes, tous les feux sont ouverts pour y aller, c'est mort. Enfin, ça n'arrive jamais. Tu le vois aussi dans le business, c'est que ça peut être un lancement, ça peut être un recrutement. Il y a toujours... Ça change tout le temps. C'est tellement mouvant. C'est comme la vie, quoi. Ton business, c'est pareil. Et si tu attends en permanence, c'est hyper frustrant. Tu vois, il y a aussi une grosse frustration à pas passer à l'action. Donc entièrement d'accord avec toi. Et je pense que ce serait même l'objet d'une autre discussion, tu vois. Tellement c'est vaste. Et pour digresser un petit peu plus, moi, je suis doublement papa. Je suis 2 fois papa. Et aussi, pareil, il n'y a jamais de bon moment. Donc voilà. Vous en déduisez ce que vous voulez. Si je veux commencer un projet en side, est-ce que t'as, alors j'imagine que oui, mais est-ce que t'as une méthodologie un petit peu clé en main, est-ce que t'as des conseils à apporter en mode méthodo à appliquer? Voilà. Ouais. Écoute, les grandes étapes quand on veut lancer un projet, en tout cas dans mon approche, c'est cette phase d'introspection au tout début qui doit pas durer 10 ans, mais où tu as besoin quand même de faire ce point avec toi-même sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, quels sont les talents naturels que tu as, tu vois, ce qui est facile en fait pour toi et que tu as envie de mobiliser pour ton projet. Donc déjà d'avoir ce temps de bilan. Ensuite, c'est de te dire, OK, à partir de toutes ces pistes que j'ai identifiées, à quel projet ça pourrait ressembler? Donc là, pour ça, il y a des outils, il y a des exercices, tu vois, pour arriver à faire émerger, à générer des idées de projet. Donc, c'est là que le principe de l'ikigai, comme je te parlais tout à l'heure, c'était ce principe d'avoir quelque chose que tu aimes faire, que tu sais faire. Il y a un besoin sur le marché et tu peux être rémunéré pour ça. Donc, de trouver des projets qui correspondent à ces 4 critères-là. Et ce que je recommande, c'est d'avoir plusieurs idées. Vraiment d'y aller en mode, j'ai un peu l'impression de m'éparpiller, mais je vais avoir plein d'idées, juste déjà pour me montrer que je suis capable d'avoir des idées et que si jamais il y en a une qui foire, enfin, c'est pas la fin du monde, quoi. Et se rendre compte que l'idée en tant que telle, c'est pas ça qui va te rapporter du business. Donc, de vraiment faire émerger un bon nombre d'idées, d'ouvrir un peu ce détecteur à idées dans la vraie vie, tu vois, quand tu as un ami qui te dit qu'il rencontre telle problématique, quand toi, tu te rends compte que tu as un besoin qui est pas comblé, que tu n'arrives pas à trouver de solution, vraiment d'ouvrir un petit peu ses oreilles là-dessus. Et à partir de là, quand tu as cette liste d'idées, c'est d'en choisir une où tu vas mettre tout ton focus. Les autres, après, tu les oublies, mais juste tu te focuses sur une. Et l'idée pour arriver à choisir ça, c'est de se dire que ça va être l'idée qui a le plus de potentiel en termes, là, à date, de faisabilité. Tu n'as pas l'impression que c'est une montagne, une usine à gaz. Tu sais que tu peux commencer à le tester. Où il y a un potentiel de rentabilité, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des projets où là, à date, il faut se rendre à l'évidence, ça va être super compliqué financièrement, elles n'ont pas forcément envie de s'embarquer là-dedans. Et qui a le potentiel aussi de devenir, en tout cas dans mon approche, ton activité à plein temps à un moment si c'est ce que tu souhaites. Et une fois que tu as fait ça, l'étape d'après, tu le sais, hein, c'est de te confronter directement au marché.
tu as quelques bases de réflexion et boum, tu vas aller parler à des personnes qui sont dans ta cible. Que ce soit de l'approche quanti avec le questionnaire bien pensé, parce que je vois passer plein de questionnaires qui sont mal faits et du coup, c'est biaisé et les réponses sont pas quali. Il y a pas assez de data, enfin, ça va pas. En tout cas, cette approche quanti bien faite pour avoir des chiffres sur ce que tu attends, sur le besoin de ta cible, sur pourquoi est-ce que ta cible, elle trouve pas de solution alternative, qu'est-ce qu'elle attend de la tienne, etc. Et une approche plus quali, dans le sens de avoir peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes au téléphone, en visio, autour d'un café, pour pouvoir en discuter, de prendre le temps, en fait, d'avoir des réponses et d'arriver à rentrer un peu dans la tête des personnes qui seront dans ta cible. Et l'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir confronter l'idée initiale à la réalité du marché. Tu as 99% de probabilité de te rendre compte que ce que tu avais en tête au départ, ça va pas ressembler à ça, que la solution initiale que tu avais imaginée, ce sera pas la solution idéale pour ta future cible, et donc d'accepter de la faire pivoter, de l'adapter pour répondre à un besoin ou à un désir. Donc vraiment cette phase d'étude de marché, mais c'est un peu un gros mot, tu vois, l'étude de marché, ça fait peur, on s'imagine l'espèce de document à rallonge avec des graphiques, on s'en fout en fait, on veut juste discuter avec des vrais gens, des vrais humains. Et une fois que tu as fait ça, c'est le MVP dont tu parlais, où tu te dis, OK, je vais créer l'offre, soit un produit ou un service. Produit, ça va être un prototype, service, ça va être juste un premier test, auprès de ce que j'appelle les cobayes. Les cobayes, c'est tes premiers clients tests, soit qui te payent un tarif un petit peu plus bas, tu vois, préférentiel par rapport à ce que tu feras après, soit où c'est gratuit, juste pour qu'ils te fassent un feedback derrière. Et en fait, ces cobayes-là, ils vont te permettre de tester les premières fonctionnalités de ton offre. Et à partir de là, tu vas voir les feedbacks que tu as, ce qu'il faut ajuster, etc. Et c'est cette base qui va te permettre de te dire, OK, ça tient la route, j'ai des bons résultats. Maintenant, comment je peux passer à l'échelle supérieure en termes de vente, de développement de l'activité. Ça, c'est la suite. On passe à l'étape d'après. Mais la toute base pour un side project, à mon avis, c'est ça. Et on a tendance à croire, je sais pas si toi, enfin, on a tendance à, j'ai souvent cette question, comment j'optimise, comment je vends pas mon temps, etc. Des gens qui veulent suroptimiser avant de faire le MVP. Est-ce que ça t'arrive d'avoir ça? C'est-à-dire qu'ils se posent beaucoup de questions sur l'après, comment ils vont délivrer. Sur l'après, le fait d'optimiser son temps, le fait de forcément devenir riche avec un produit, etc. Est-ce que toi, c'est des gens, t'as ce genre de problématique, ou alors ça concerne que mes clients à moi? Écoute, là, comme ça me parle pas trop. Mais ce que je vois, enfin, le problème que je vois derrière, c'est qu'il y a un peu une espèce d'infobésité de contenu, de conseils d'entrepreneuriat. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore lancés et qui vont consommer des contenus sur l'entrepreneuriat plus avancés, où on parle d'optimiser son temps, où on parle même, tu vois, d'équipe, où on parle de scalabilité, on parle de plein de choses qui sont pas un enjeu de là maintenant. Et en fait, quand tu fais pour l'instant 0, écoute d'abord comment faire tes 1000 premiers euros, ensuite tu verras comment faire tes 100 000, ensuite comment faire ton million, mais c'est vraiment graduel et les enjeux sont pas du tout les mêmes. Donc, du coup, je pense que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Après, si tu te poses la question, mais qu'en parallèle tu passes à l'action, tout va bien. Mais si tu fais que te poser la question et du coup tu fais rien, là c'est un problème. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ce que je ressentais, ouais, parmi les témoignages que j'avais et les questions que j'avais de mon côté. Et est-ce qu'il y a des erreurs assez récurrentes que tu observes, un peu le framework du side project qui va échouer, quoi. Est-ce que tu l'as? Ouais, il y en a pas mal. Écoute, le premier, c'est en lien avec ce que je disais, c'est d'imaginer vraiment ton projet de manière très théorique. Tu vas dans ta tête, juste de rester dans ta tête et te dire qu'à partir du moment où tu as cette idée-là, tu vas le mettre sur le marché et ça va fonctionner. Et ça, du coup, c'est vraiment un gros écueil tant que tu l'as pas confronté. Le deuxième erreur à éviter, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est ce côté perfectionniste de tant que c'est pas parfait, je communique pas, j'en parle pas parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur que ça marche pas. Et du coup, je fais les choses, par exemple, je pense à des gens qui ont un blog ou justement un podcast ou qui font leurs produits artisanaux, peu importe, et qui vont jamais le montrer au monde tant que c'est pas nickel. Donc, ils écrivent leurs articles, ils font leurs bougies de leur côté, puis il se passe rien du tout. Et donc, ça, c'est le risque un peu du perfectionnisme. Et ce qu'on leur dit toujours, c'est mieux vaut fait que parfait. Parce que c'est que comme ça que tu auras des retours et que tu vas progresser, en fait. Après, d'autres erreurs à faire, il y en a énormément, mais je pense que juste la base, déjà, si tu as ça en tête, tu peux avancer. Et du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais pour toi, pour lancer un side project, sauf cas particulier,
on n'est pas forcément obligé de brûler ses ponts. On peut y aller, on peut avoir une transition douce. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Est-ce que ça peut être nécessaire déjà de brûler ses ponts pour certaines personnes? Alors, ça peut l'être dans certains cas, notamment quand, si tu sens que cette espèce de confort, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas d'obligation, bah, t'avances pas, ça peut valoir le coup. Et notamment, moi, j'ai remarqué, et c'est le cas d'ailleurs pour certains clients, que quand tu as un peu le couteau sous la gorge, par exemple, tu as le chômage qui s'arrête, par exemple, tu es licencié en fait, donc c'est pas toi qui l'as décidé, par magie, tu vas trouver des solutions pour rapporter de l'argent avec ton business beaucoup plus vite. Donc, oui, ça peut grandement aider. Après, il y a d'autres personnes où c'est le contraire, ça va leur créer tellement de stress et d'angoisse qu'elles n'ont pas l'énergie de développer le business. Donc ça, c'est vraiment chacun qui sait comment il fonctionne. Moi, je sais que pour le coup, j'ai voulu tout de suite me rémunérer avec mon activité. J'avais le chômage, mais ça me permettait juste de payer mon loyer, mon prêt, mais je pouvais pas manger avec ça, je pouvais pas vivre vraiment avec ça. Mais je voulais super rapidement faire du chiffre en complément et surtout faire un chiffre complet qui remplaçait ma rémunération et mon chômage parce que je détestais dépendre du chômage. Et comme je suis un petit peu stressée sur l'avenir, j'étais là, non, je veux pas attendre la dernière minute pour me dire, OK, je peux me passer de mon chômage parce qu'il s'arrête. Donc ça, c'est vraiment chacun qui fonctionne à sa manière. Mais par rapport aux étapes, comment y aller, comment sécuriser, quand se lancer, ça va dépendre de l'énergie qui est prise par le job à côté. Parce que quand vraiment ton job, il te prend tout, que tu es rincé, que tu es à la limite du burn-out ou que tu es en burn-out, clairement, il faut que ça s'arrête à un moment. Que ce soit un arrêt maladie, rupture co, peu importe, il faut que ça s'arrête. Mais sinon, dans la majorité des cas, où on arrive à allouer quelques heures à son projet à côté, c'est de se dire, je vais définir le moment où c'est l'indicateur que je peux y aller. Par exemple, c'est si j'ai un premier client. C'est si je vois que j'ai une rentrée récurrente, je sais pas moi, de 500 euros par mois. OK, là, ça veut dire que si vraiment je passe à plein temps, ce sera peut-être 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Donc, c'est d'arriver à avoir à la fois l'aspect plus émotionnel de comment je me sens, est-ce que j'ai l'énergie pour mon projet, et l'aspect très pragmatique financier de est-ce que mon truc, il tient la route, quoi. Les KPI, dans tous les cas, c'est sûr que c'est enfin, là-dessus, je peux que te donner des raisons une fois de plus. Ultra important de les définir avant, par contre, parce qu'on a tendance à se donner un biais de confirmation. C'est un petit peu comme quand on décide, quand on négocie un salaire, quand on négocie une maison, etc. Si on devient amoureux de la chose qu'on achète, forcément on va oublier un petit peu ce qu'on s'était fixé comme budget, comme KPI, hein, tout simplement. Et ouais, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai tendance à faire preuve d'avoir un biais de confirmation hyper haut. Je peux vite me mentir à moi-même vis-à-vis des chiffres et c'est un vrai sujet. Au moins je le sais, donc je le fais avec Manon. Quel est le format aujourd'hui qu'est-ce que toi tu proposes en termes d'accompagnement? À quoi ressemble ton service? Comment t'aides les gens? Ouais, écoute, nous, on a des accompagnements en format coaching et des accompagnements en format formation en ligne. Et pour le coup, si je me focalise sur Side Project, ça, c'est un programme qui se fait en ligne sur 3 mois. On est vraiment parti, tu vois, je suis partie pour le coup, parce que j'étais toute seule quand je l'ai créé, ce programme-là. Je suis partie de quand tu es salarié, tu sais que ça va te prendre des heures à côté de ton boulot, de quelle durée minimale tu as besoin pour qu'il y ait quand même des résultats, mais le maximum aussi pour que ça t'impacte pas trop et que ça te fasse pas peur et que justement tu puisses tester sans trop de conséquences en fait sur ta vie, sur ton boulot. Je pense que 4 mois ce sera le max. Si un jour ça bouge, à l'heure actuelle en tout cas c'est vraiment 3 mois. Et sur ces 3 mois, comment ça se passe? C'est que tu as toutes les semaines, c'est hyper balisé. Moi j'ai ce côté très très carré. C'est balisé où tiens cette semaine t'apprends ça et t'as ça à faire précisément. C'est des choses à faire dans la vraie vie. Tu vois, c'est pas encore des trucs où tu restes dans ta tête, où tu t'inspires, tu regardes des vidéos, etc. Non, juste voilà ce que tu as à faire cette semaine pour avancer petit pas par petit pas. Et dans le programme tel qu'on le délivre, tu as des mentors qui répondent à tous les exercices en fait qui sont partagés par les membres. Tu as une communauté privée où ils échangent entre eux. Et il y a un format aussi live, masterclass en complément. C'est assez complet. Et l'idée, c'est vraiment qu'en 3 mois, tu aies toute cette méthode de A à Z et que tu aies pu avoir une richesse en fait dans ton expérience pour voir à quoi ça ressemble en fait de lancer un projet en 3 mois. Ok. Et tes mentors sont des anciens élèves? Est-ce qu'il y a des t'as des success stories un petit peu comme ça? Ouais, c'est ça.
Ouais, en fait, les mentors, au début, c'était moi forcément qui mentorais les groupes de formation, puisque c'est quand même du boulot. Toutes les semaines, tu as tous les membres qui viennent partager leur exercice. C'est un gros boulot de correction, d'analyse, etc. Et au début, je l'ai fait moi. Et ensuite, après la première session, en fait, il y a 2 membres en particulier qui sont vraiment démarqués. Et je me suis dit, pour la prochaine édition, j'aimerais que ce soit eux, tu vois, parce que spontanément, ils aidaient les autres, ils avaient des commentaires super construits. Enfin, ça matchait à 100%. Et vraiment aussi, l'ADN de Postadem, ils l'avaient en eux, quoi, tu vois, naturellement. Et donc, c'est devenu mes 2 premiers mentors. Et ensuite, j'en ai recruté d'autres. Et c'est que des anciens membres du programme qui sont passés par là, qui savent ce que ça fait, en fait, de passer par là. Parce que sinon, tu peux pas deviner les difficultés, les peurs qu'il y a si tu l'as pas vécu. Comme moi, tu vois, le fait que j'ai posé ma DEM, c'est ça qui fait que je peux aussi en parler en connaissance de cause. Donc, ouais, c'est des anciens qui ont cette fibre-là. Et c'est trop chouette parce que du coup, les nouveaux membres, ils peuvent s'identifier et ils sont admiratifs de voir qu'ils sont passés un peu de l'autre côté, quoi. Et Street Cred, ils sont validés, quoi. Ils sont passés par l'usine Postadem, quoi. Voilà. C'est ça. Et en fait, ils sont pas forcément à plein temps là-dessus. C'est des gens qui, je pense notamment à une personne de mon équipe avec qui je travaille depuis un bon moment et en toute confiance. Et tu vois, elle avait encore, alors là, elle a posé sa DEM très récemment, mais elle a eu des jobs salariés encore en parallèle. Elle a eu d'autres activités, d'autres projets. Donc, c'est aussi des gens qui se lâchent entre différentes activités. Ok. Et ton livre, du coup, tu peux nous pitcher un petit peu l'idée? Ouais. Écoute, il s'appelle Postadem. On reste en totale cohérence. Et l'idée de ce livre, en tout cas, comment je l'ai pensé, c'est que tu le vois sur l'étagère à la Fnac. Tu te dis, tiens, c'est marrant ce message. Justement, mon job, j'en ai marre, tu vois. Tu vas regarder. Tu prends le livre et à la fin, quand tu fermes la dernière page, tu te dis, OK, c'est décidé, je peux poser ma DEM. Et même si tu poses pas ta DEM parce que c'est un peu provoque, en réalité, on veut une rupture conventionnelle, tu vois, mais pose ta rupture conventionnelle, c'est pas très sexy comme nom. Au moins, tu te dis que c'est possible et tu as vraiment eu ce déclic de c'est accessible pour moi et je sais comment m'y prendre. Il y a un livre d'ailleurs que j'ai d'ailleurs même pas utilisé moi-même parce que je fume pas, j'ai jamais fumé, mais tu as la méthode d'Alan Carr, tu sais, pour arrêter de fumer. Et l'idée, c'est que quand tu fermes ce bouquin, t'éteins ta dernière cigarette et c'est terminé, quoi. Et je me suis dit, je veux que le livre Postadem, il fasse exactement le même effet aux gens qui le lisent et qu'à la fin, ils posent leur DEM et ils font autre chose. Donc, c'est ça l'objectif du livre. Et du coup, dans comment on va atteindre cet objectif, écoute, j'espère, ce qui sort la semaine prochaine, c'est que c'est vraiment une compilation de un peu la sauce secrète Postadem où tu as aussi bien ce côté méthode hyper structurée, hyper balisée pour pas partir dans tous les sens. Tu as le côté aussi très concret, pratique, avec des exercices, des réflexions, en mode c'est ça que tu dois faire, c'est ça la question à te poser. Et tu as énormément de témoignages aussi. On a plus d'une 40aine de témoignages de reconvertis, que ce soit emploi, entrepreneuriat, il y a vraiment des profils hyper différents et c'est vraiment ça la richesse du livre. Donc j'espère que ça va plaire aux futurs lecteurs. Ouais, c'est super, mais j'ai pas de doute. Du coup, tu sais pas où tu seras dans 20 ans, mais la prochaine étape après le bouquin, c'est quoi? C'est toi qui vas dire. La prochaine étape après le livre. Déjà, c'est pas de réécrire un livre, ça c'est clair. C'est plus de capitaliser en fait sur les fruits de ce livre parce que mine de rien, il y a comme un peu la première partie de Postadem qui est faite, tu vois. Le livre, je le vois vraiment comme un accomplissement de j'ai vraiment conçu une méthode, un mouvement et ça se concrétise dans ce livre. Et du coup, l'après, c'est vraiment de faire ça mais x10 en fait. C'est de toucher 10 fois plus de monde, c'est de faire x10 sur l'entreprise et que le mouvement il prenne une vraie ampleur en fait. Donc c'est pas forcément dans la manière de faire, ça va être différent, mais c'est dans le volume que ça va représenter. C'est ambitieux, c'est bien. Si est-ce qu'au quotidien, à titre perso, à titre pro, est-ce que tu as vraiment une sorte de mentor ou un personnage qui t'inspire plus qu'un autre? Quelqu'un qui te drive? Un alter ego, on a entendu parler il n'y a pas très longtemps tous les deux d'alter ego. Est-ce que J'étais cette question. C'est super compliqué pour moi parce que j'ai pas une figure à laquelle je m'attache et en général, ce que je réponds quand on discute de ça, parce que on en a discuté ensemble il y a pas longtemps, effectivement, et je l'ai sous les yeux, tu vois, c'est le livre de Tim Ferriss, La tribu des mentors. Et c'est un livre que j'adore parce qu'en fait, pour le coup, t'as tellement de retours différents, de perceptions différentes que ça me plaît, tu vois. Et pour ceux qui connaissent pas ce livre, en fait, c'est Tim Ferriss qui a interviewé avec systématiquement les mêmes questions. Je sais pas s'il y a peut-être 200 interviews, je sais plus combien il y en a, mais il y en a énormément. Et ça peut être aussi bien des acteurs que des entrepreneurs, que des scientifiques. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ils les interrogent de la même manière. Et tous, ils ont des réponses très différentes. Ce soit d'ailleurs le message qu'ils aimeraient faire passer à la Terre entière, que comment ils arrivent à se défouler et aller mieux quand ils vont pas bien, quoi. C'est vraiment des questions très variées.
Et j'adore ça parce que tu te rends compte que t'identifies à juste une personne, c'est compliqué et que là, tu as une variété qui te plaît. Donc, tout ça pour dire que j'en ai pas, mais j'ai ce livre qui me plaît beaucoup. Très bien. Et si tu pouvais maîtriser une expertise très pointue en un claquement de doigts, tu penses que ça serait quoi? À mon avis, celle qui me plaît le plus et qui rapporterait le plus, c'est le copywriting, où je suis plutôt bonne dedans, mais je suis clairement pas à un niveau de maîtrise absolue. Et si j'avais cette compétence-là à fond, ce serait la folie. Donc, copywriting. Mais du coup, ça sera pas en un claquement de doigts, mais si c'est un sujet sur lequel tu vas te concentrer ou pas? Ouais, c'est déjà le cas. Je suis en train de chercher à progresser, je m'entoure bien là-dessus et il faut que ça bouge, ça. Voilà, parce que j'ai vraiment de bonnes bases, mais je sens que tu n'es pas à 100% du potentiel. Et l'avantage du copywriting, c'est que aussi bien pour Postadem, ça peut vraiment, je pense, faire des miracles. Et si jamais je veux lancer d'autres choses plus tard, c'est le genre de compétence un peu comme la vente où quand tu l'as, en fait, tu es en sécurité. Donc ouais, c'est en cours de progression. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour ce bouquin? C'est quoi le KPI du coup, le KPI de succès? C'est que ce soit un best-seller, et un best-seller, c'est au moins 10 000 exemplaires vendus. Donc, écoute, on peut se retrouver au bout d'un an parce que pour voir un peu les résultats, parce que quand c'est en librairie, c'est très compliqué de suivre. Et d'ailleurs, c'est un peu une frustration pour moi, le livre, et c'est pour ça, je pense que là, à date, au moment où je te parle, j'ai du mal à mettre toute mon énergie dedans, pas comme je le ferais pour un lancement de programme, parce que en termes de suivi des résultats, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus long, tu vois, et ça, c'est un truc que je dois travailler sur moi. Je me suis rendu compte que sur un projet, si j'ai pas de résultats là maintenant, tu vois, de mesures là maintenant, j'ai du mal à me motiver. Donc l'idée, c'est de faire 10 000, mais je le saurai pas demain. Donc, on peut en discuter dans un an et je pense que c'est un bon apprentissage aussi de la patience, tu vois, ce projet. C'est noté. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as également un podcast. Tu as plein d'endroits où on peut. Déjà, on va essayer de retrouver le livre. Ensuite, où est-ce qu'on peut poser Sadem? Comment ça se passe? Eh bien, partout. Tant que tu mets Postadem, tu me trouves. Donc, postadem.com, c'est le livre. Le site, lapsus. Le livre, Postadem aussi. Le compte Instagram, Facebook, le groupe privé Facebook, le podcast, tout s'appelle Postadem. Donc, une fois que tu tapes ça dans Google, tu trouves tout ce qu'il faut. Ok, bon, super. Mais merci beaucoup. J'ai limite envie de poser madame, de me redevenir salarié pour reposer madame. J'espère qu'ils vont pas entendre ça derrière. Mission accomplie pour moi. Hein. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi et à plus tard. Ciao.